Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver, comme tous les lundis, pour débriefer un gros week-end de foot européen, les tensions à Chelsea, le titre de City, United Liverpool et Barça Séville. On parle de tout ça et bien plus encore dans l'œil de Willou. Et on commence par cette finale de Carabao Cup disputée hier après-midi entre Manchester City et Chelsea, un titre remporté par les Citizens au bout du suspense et qui a offert aux yeux du monde une scène surréaliste. Refusant d'être remplacé à l'approche des tirs au but, le gardien des Blues, Kepa Arrizabalaga, est bel et bien resté sur le terrain, déclenchant la furie de son entraîneur, dont le temps en Angleterre semble sérieusement compter. Bon, si vous n'avez pas vu la scène en entier, je vous la recommande chaudement, c'est vraiment spectaculaire, et surtout il y a un caractère assez unique là-dedans, parce que personnellement je crois que c'est la première fois que je vois une telle insubordination d'un joueur envers son coach, première fois également que je vois un entraîneur aussi furieux, dans un état de rage incontrôlable sur son banc, qui était à deux doigts de rentrer au vestiaire à la fin, le tout dans un moment où le jeu est arrêté, donc évidemment les projecteurs sont braqués sur lui, une scène juste surréaliste. Alors ça a été un peu lissé en conférence de presse pour Sarri et sur les réseaux sociaux pour Kepa. L'idée derrière, c'est qu'il s'agissait surtout d'un problème de communication concernant l'état de forme physique du joueur. Mais bon, franchement, on peut en douter. Et puis surtout, on peut pas s'y empêcher d'y lire tout un symbole. Parce qu'alors que Chelsea va mal, que l'édifice construit en début de saison s'effrite sérieusement, que le top 4 s'éloigne, que la philosophie de jeu est discutée, aujourd'hui, ou hier donc, et voir cette rupture profonde entre un entraîneur et son gardien, sans intervention du capitaine ou des autres joueurs de l'effectif pour soutenir sa décision, ça présage vraiment rien de bon pour Sarri. Quelque part aussi, c'est malheureux parce que ça vient gâcher une prestation qui était relativement aboutie. Sans se montrer ultra menaçant, Chelsea a muselé City. Et on a vu que la leçon d'il y a 2 semaines avait été comprise. On a vu un gros travail par exemple d'Hazard sur Fernandinho pour l'empêcher de toucher tous ses ballons bas, pour verrouiller ce circuit axial. On a vu donc un City qui a été obligé de passer beaucoup plus par les côtés et qui s'est créé très peu de situations dangereuses. Sur le plan tactique ou micro-tactique, on peut aussi regretter que le changement ait pas eu lieu. Parce qu'en l'occurrence, Caballero aurait pas été un mauvais choix pour la séance de tir au but. On sait que les pénaltys sont une de ses forces, c'est un ex-joueur de City aussi, donc il connaît forcément les habitudes de ses ex-coéquipiers, il y avait toute une carte psychologique à jouer là-dessus, et puis malgré l'arrêt sur Sané, cette parade trop molle sur le tir d'Agüero va pas éteindre la polémique, et pour avoir pas mal écumé les forums des supporters de Chelsea ce matin, je sais que Kepa s'est vraiment attiré les foudres de la fanbase. Bien plus qu'un Sarri par exemple qui, pour le coup, fait franchement un peu de peine et qui se retrouve tout simplement dans une situation extrêmement difficile à gérer. Mais pourtant, et comme souvent en cas de dissension, on en revient toujours à la même idée, c'est que tu peux difficilement virer un joueur, surtout quand il a coûté 80 millions d'euros, alors que l'entraîneur lui semble bien plus dispensable. Pour Sarri donc je dirais que ça sent franchement la fin, pour tout un tas de raisons. Déjà parce qu'on annonce cet ultimatum imminent depuis plusieurs semaines maintenant, et à mon avis, cette finale de coupe, qui était d'ailleurs la première de sa carrière d'entraîneur, mais cette finale de coupe, je pense que c'était un des coches à ne pas manquer. Le top 4 est pas hors de portée, 3 points de retard sur Arsenal avec un match en moins, mais il y aura qu'une place pour 3 prétendants armés. On a déjà passé les 2 tiers de la saison, et le calendrier du prochain mois est très costaud aussi, avec Tottenham, les Wolves, un déplacement en Ukraine, et Everton. Et puis enfin, les dirigeants de Chelsea sont loin d'être connus pour leur patience, ni peut-être franchement pour leur gestion de qualité. En tout cas, je doute fort qu'ils auront apprécié le spectacle qu'on a vu hier soir. Au passage, on peut se demander si, alors que son autorité est remise en question et que sa position est encore fragilisée, eh ben on peut se demander si Sarri lui-même voudra rester. À l'image de ce moment où il a failli quitter son banc, est-ce que cette altercation lui offrirait pas aussi une porte de sortie ? Quoi qu'il en soit, et quelques jours à peine après avoir été sanctionné d'une interdiction de transfert pour les 2 prochains mercatos, c'est des semaines très compliquées qui s'annoncent pour Chelsea. Alors ailleurs en Angleterre se jouait également un week-end de Premier League qui a vu la défaite surprise de Tottenham à Burnley, 2-1, alors que les Gunners triomphent de Southampton, 2-0, mais à 15h, tous les yeux étaient rivés au nord, où se jouait un United Liverpool extrêmement attendu. 90 minutes et une avalanche de blessés plus tard, la montagne a accouché d'une souris. 0-0. Alors c'était une journée vraiment particulière en Angleterre, parce qu'on a eu 210 minutes de football, en comptant la finale de League Cup, 210 minutes de football, et aucun but. Et bon, si pour le coup à Old Trafford, on n'a pas eu d'altercation particulière joueur-entraîneur, c'est encore un match qui a brillé grâce à autre chose que du jeu. Parce qu'en effet, au bout de 42 minutes à peine, Solskjaer, désespéré par l'hécatombe qui touche les siens, avait déjà effectué ses 3 changements. Pereira pour Herrera, Lingard pour Mata,
et puis Sanchez pour Lingard, qui revenait de blessure, et qui a donc tenu à peine plus d'un quart d'heure, 3 chocs musculaires, auxquels il faut ajouter un coup à la cheville de Rashford en tout début de rencontre, qui pouvait pas sortir et qui a traîné sa peine jusqu'au coup de sifflet final. Alors forcément, sous cette lumière-là, et même si ça présage rien de bon pour le match au Parc des Princes, on rappelle que Pogba est suspendu, Matic d'ores et déjà forfait, même si ça interpelle aussi nécessairement sur le travail à l'entraînement, la charge de travail à l'entraînement, le taf de prépa physique qui est fait, même si tout ça, ça reste fondamentalement un bon point pour United. En revanche, et donc logiquement, on est un peu déçu de ce qu'a proposé Liverpool, qui a jamais vraiment réussi à percer cette muraille, alors qu'en plus de l'enjeu symbolique, il y avait aussi la possibilité de reprendre 3 points d'avance sur City. Au final, leur prudence et leur manque d'inspiration pourraient leur coûter très cher. En tout cas, il nous a offert, j'aime pas utiliser ce terme, mais en l'occurrence, je le trouve assez justifié, une vraie purge. 4 tirs cadrés en 90 minutes, un seul pour Liverpool, le total d'expected goals le plus faible que j'ai jamais vu. Si une rencontre pouvait illustrer la différence entre le Liverpool de l'année dernière et celui de cette saison, c'est la différence folie versus contrôle dont je vous parle souvent, et c'était bien celle-ci. En Ligue 1 maintenant, l'AS Saint-Etienne est allé s'imposer à Dijon 1-0, alors que Lille a calé sur la pelouse de Strasbourg 1-1. Paris se défait aisément de Nîmes 3-0, comme Reims de Montpellier 4-2, courte mais précieuse victoire pour Nantes face à Bordeaux 1-0, comme pour Guingamp contre Angers, ou Amiens contre Nice. Toulousain et Canet n'ont pu se départager au stadium 1-1, même score pour Rennes face à Marseille. En clôture de cette 26e journée, l'OL tombe logiquement face à des monégasques inspirés, au classement donc, et alors que les 2 tiers du championnat sont joués, la course à l'Europe fait rage. Grâce au faux pas des Lyonnais, Lille conserve 5 grandes longueurs d'avance et est plus que jamais favori au titre de dauphin. Saint-Etienne gagne du terrain, alors que Marseille et Reims s'accrochent. Derrière, Montpellier, Strasbourg et Rennes lâchent du lest. Pour rêver, le temps est désormais compté. En Liga maintenant, carton plein. Pour les Européens, l'Atlético a validé son triomphe turinois contre Villarreal 2-0 et Alvaro Morata a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le Betis s'est consolé de sa sortie de route rennaise à Valladolid 2-0 également, alors que le Real a péniblement empoché les 3 points à Levante 2-1. Mais ce week-end, la lumière est venue de Séville, où un Léo Messi stratosphérique a inscrit son 50e triplé, et quel triplé, pour venir à bout des hommes de Machin 4-2, a signalé également le succès silencieux de Getafe face au Rayo 2-1, alors que le sprint final se profile, les Azulones pointent à une très jolie 4ème place et peuvent rêver de Champions League. Le Barça, lui, conserve une belle option sur le titre. En Italie ensuite, le Milan AC ne ralentit pas la cadence et a aisément disposé d'Empoli 3-0, grâce notamment à l'inévitable Piontek, alors que la Roma a dû attendre la 95e minute pour vaincre Frosinone 3-2, et si Naples a explosé Parme 4-0, si la Juve a décroché un énième succès laborieux à Bologne 1-0, c'est bien l'Inter qui réalise la mauvaise opération, car dans un match où la VAR s'est illustrée, mais aussi Luis Muriel, auteur d'un coup franc sublime, la Viola transforme un penalty dans la 11e minute du temps additionnel et accroche les Nerazzurri 3-3. Au classement, et grâce à leur succès in extremis, les Romains restent en lice, dans une course à la C1 haletante. L'Inter, un temps protégé, sans se rapprocher, le souffle chaud de ses rivaux, parmi lesquels le Milan, est prévu pendant 3 semaines, le derby della Madonnina s'annonce explosif. Détour rapide par l'Allemagne maintenant, où le Bayern a vaincu difficilement le Hertha Berlin 1-0, alors que Dortmund a balayé ses doutes européens face à Leverkusen 3-2, en chutant lourdement contre Wolfsburg. Gladbach dit définitivement adieu à une course au titre qui s'annonce particulièrement serrée, avec 3 points d'avance et un goal average favorable. Les jaunes et noirs comptent un joker tangible qu'ils espéront ne pas gaspiller avant de se déplacer à Munich début avril. Gros week-end également aux Pays-Bas, où l'Ajax a balayé Den Haag 5-1, avant, une fois n'est pas coutume, de soutenir devant leur télé les ennemis du Feyenoord qui se déplaçaient à Eindhoven. En concédant un partage des points un partout, le PSV cède encore du lest et ne compte plus que 2 longueurs d'avance sur des Ajacides revanchards. Fin mars, le duel au sommet de l'Eredivisie vaudra son pesant d'or. Enfin, quelques nouvelles de l'autre côté des Ardennes, et à 3 journées de la fin de la saison régulière, la Gantoise a vaincu le Standard 2-1, tandis que Genk et Antwerp se sont neutralisés 0-0, mais dimanche, c'est bien à Bruxelles qu'il fallait être pour assister à un Anderlecht Bruges explosif. Grâce à un doublé d'Yannick Bolasie, les Mauves ont cru décrocher la victoire, mais doivent se contenter d'un nul de partout. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou, et j'espère qu'il vous a plu. Alors de votre côté, est-ce qu'il y a un sujet qui a particulièrement retenu votre attention ce week-end, et
peut-être surtout, est-ce qu'il y a un sujet dont vous auriez voulu que je parle, ou que je pourrais évoquer dans un prochain épisode, ou une prochaine analyse. Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et de mon côté, moi je vous prépare en ce moment une analyse un peu particulière, à l'ancienne on va dire, qui je pense devrait beaucoup vous plaire. On se retrouvera aussi jeudi matin, je pense, pour débriefer le Classico, demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi soir, oubliez pas. Voilà, plein de choses au programme, et j'ai hâte d'y être. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très très vite. Bisous.